mon exposé d'aujourd'hui s'intitule Volume d'ensemble nodaux de fonctions propres du Laplacien. Et c'est d'après des travaux de Logunov et Malinnikova. Donc le plan de mon exposé, c'est le suivant. La première partie, ça va être simplement une introduction où je vais définir tous les termes du sujet. Bon, tous les termes du titre. Il n'y a rien de très compliqué, vous allez voir, mais je vais parler un petit peu de fonctions propres, d'ensemble nodaux et de volume. Simplement dire qu'est-ce qu'on entend par le volume de ces ensembles nodaux. Ensuite, je vais parler de la conjecture de Yao, qui est la conjecture centrale de cet exposé, et sa résolution partielle, entre autres par Logunov et Malinnikova, et puis par pas mal de gens avant. Et puis dans la troisième partie de l'exposé, je vais présenter quelques idées de preuve. Cette troisième partie sera divisée en deux. D'abord, on va voir le lien avec les fonctions harmoniques. Donc ça, c'est des choses qui étaient déjà connues avant Logunov et Malinnikova. Et puis, j'espère avoir le temps d'introduire un petit peu les nouvelles idées de Logunov et Malinnikova. Donc c'est des idées de combinatoire sur les indices de doublement. Vous verrez ce que c'est que les indices de doublement à ce moment-là. Voilà, donc, introduction. Alors, pour fixer le cadre, on va considérer donc, M, G, une variété riemannienne. De classe C infini, sans bord, connexe. Qu'est-ce que je peux rajouter? Compact, ça c'est une hypothèse importante. Et puis, voilà. Donc il y a un théorème qui a plus d'un siècle, qui est classique maintenant, qui est qu'il existe une base orthonormale de fonctions propres, formée de fonctions propres du Laplacien, du opérateur de Laplace-Beltrami. Donc il existe lambda J, une suite croissante de réels positifs, tendant vers plus l'infini. Et puis phi J, une base orthonormale de l'espace L2 de M, telle que cette base orthonormale, c'est des fonctions propres de l'opérateur de Laplace-Beltrami. Donc, moins un Laplacien phi J égale lambda J phi J. Alors, donc, l'opérateur de Laplace-Beltrami, c'est une généralisation sur les variétés du Laplacien euclidien usuel. Donc, s'il y en a dans l'audience qui n'aiment pas trop la géométrie riemannienne, on peut aussi considérer le cas où on travaille dans un ouvert de RD, et puis on a des fonctions qui vérifient cette équation, et en plus on impose des conditions au bord, par exemple les conditions de Dirichlet où les fonctions sont nulles. Et une chose importante, c'est que mes fonctions seront toujours à valeur réelle. Bon, donc voilà, j'ai défini les fonctions propres du Laplacien. Alors maintenant, ce qu'on appelle l'ensemble nodal, c'est simplement le lieu d'annulation de ces fonctions-là. Donc, les ensembles nodaux. Donc, je vais le noter N
de phi lambda, ça va être l'ensemble des points de la variété, tels que phi lambda de x est égal à 0. Alors pourquoi est-ce que ça s'appelle ensemble nodal? Parce qu'en fait, quand on prend ces fonctions-là et qu'on les met comme condition initiale dans l'équation des ondes, on a des oscillations périodiques, et il y a des endroits qui n'oscillent pas du tout. Donc c'est exactement l'ensemble des points, l'ensemble nodal, là où la fonction s'annule. Et donc c'est les nœuds de l'onde, et nodal, c'est simplement l'adjectif correspondant à un nœud. Alors je vais donner quelques exemples. Non, j'ai pas bien retenu la leçon. Bon, on va dire que ça ira comme ça. Alors. Très bien. Donc, quelques exemples un petit peu élémentaires. On va considérer donc comme variété le tor de dimension 2. Donc, R2 quotienté par Z2, muni de sa métrique plate. Et on va regarder la fonction phi de x, y. Ça va être, en premier temps, sinus de pi kx. C'est bien une fonction propre de l'opérateur de Laplace Beltrami avec lambda égale 2 pi k au carré. Et mon ensemble nodal, c'est égal à l'ensemble des points où x vaut p sur 2k, où p est un entier compris entre 0 et 2k. D'accord, donc je fais un dessin, ça c'est mon tor, et mon ensemble nodal, c'est une union comme ça de sous-tors. Donc en particulier, c'est une variété. Alors un autre exemple maintenant, toujours élémentaire, mais psi de xy, ça va être égal à sinus de 2πx fois sinus de 2πy. Alors là, c'est un exercice complètement élémentaire de vérifier que c'est bien une fonction propre du Laplacien, avec valeur propre, lambda, qui vaut 8π carré, si je ne me trompe pas. Et donc là, l'ensemble nodal de psi, c'est l'ensemble x égale 0 ou 1,5, union, l'ensemble où y vaut 0 ou 1,5. Donc cette fois-ci, ce n'est pas une sous-variété de mon tor, d'accord, parce que l'ensemble nodal, cette fois-ci, donc l'ensemble nodal, ça va être ces points-là qu'on ne voit pas bien sur mon dessin, et puis une croix comme ça, donc c'est pas une sous-variété du tor, mais c'est pas si loin que ça d'être une sous-variété modulo un nombre fini de points. Alors, je cache ce que je viens d'écrire, tant pis. Donc on va considérer l'ensemble singulier de phi lambda, ça va être l'ensemble singulier donc de l'ensemble nodal, ça va être l'ensemble des points de la variété où phi lambda de x est nul, et puis le gradient de phi lambda de x est égal à 0. Et donc, l'ensemble nodal privé de cet ensemble singulier, c'est bien une sous-variété. C'est une sous-variété de M de dimension n-1, où n c'est la dimension de grand M, simplement par le théorème des fonctions implicites. Et donc c'est une sous-variété de M, donc on peut la munir naturellement d'une métrique, et ça a un volume, et donc on peut définir le volume de l'ensemble nodal privé de l'ensemble singulier.
ça, je vais le noter Hn-1 de l'ensemble nodal de phi lambda. Alors en fait, on peut se demander si on perd beaucoup de choses en enlevant cet ensemble singulier. Donc dans l'exemple que j'avais fait tout à l'heure avec le produit de deux sinus, on perdait juste un ensemble fini de points, donc ce n'était pas très grave. Et en fait, c'est vrai essentiellement tout le temps, ce genre de phénomène. Donc c'est un résultat de Caffarelli et Friedman, qui date de 1985, qui affirme que cet ensemble singulier est contenu dans une union dénombrable de sous-variétés de dimension n-2. Une union dénombrable de sous-variétés de dimension n-2. Donc moralement, cet ensemble singulier, c'est un ensemble de dimensions plus petites, un ensemble de dimension n-2, et donc ça ne doit pas rentrer en compte dans le calcul du volume. Donc en fait, c'est ce qui justifie cette notation-là. Ce volume-là, c'est la mesure de Hausdorff n-1 dimensionnelle de l'ensemble nodal. Mais bon, on ne va pas vraiment utiliser cette notion dans l'exposé, donc ce n'est pas très important si vous ne connaissez pas la mesure de Hausdorff. Donc maintenant, la conjecture de Yao et sa résolution partielle. En fait, on va s'intéresser à comment est-ce que ce volume dépend de lambda. Dans l'exemple que j'avais donné tout à l'heure, avec sinus de pi kx, on voyait que quand la valeur propre augmentait, l'ensemble nodal devenait de plus en plus gros, et donc sa longueur, dans ce cas-là, tendait vers l'infini. Et la conjecture de Yao nous dit assez précisément comment est-ce que ce volume doit tendre vers l'infini. C'est du Yao 1982. Ça dit la chose suivante. Donc on considère une variété riemannienne compacte comme avant, et il existe des constantes C1 et C2, donc qui dépendent de ma variété riemannienne compacte, telle que, pour toute fonction propre, pour toute solution de moins laplacien phi lambda égale lambda phi lambda, non identiquement nul, ça je ne vais pas l'écrire à chaque fois, on a que ce volume, Hn-1 de l'ensemble nodal, c'est qu'en fait, ça va se comporter comme racine de lambda. C'est-à-dire que ça va être compris entre une première constante fois racine de lambda et une deuxième constante fois racine de lambda. Donc, une première remarque, c'est que cette conjecture ne dit absolument rien sur la valeur des constantes. Et donc, en particulier, elle ne nous dit rien sur l'ensemble nodal pour les petites valeurs de lambda. En fait, ça donne une information intéressante seulement dans la limite où lambda tend vers l'infini. Donc, c'est un résultat d'analyse semi-classique, comme on dit parfois. Et alors, cette conjecture a été démontrée dans le cas des variétés analytiques par Donnelly et Pfefferman, pas si longtemps que ça après. C'est un théorème qui est de Donnelly, Pfefferman en 88, qui dit que la conjecture est vraie si la variété Mg est analytique. Donc en particulier, par exemple, c'est vrai sur le tore,
On l'avait vu pour quelques exemples, enfin pour un exemple de famille de fonctions propres avant. Mais en fait, même dans des cas assez simples où on a une expression explicite pour les fonctions propres du Laplacien, comme le tore ou la sphère, le résultat n'est pas du tout évident. Et, il y a besoin d'utiliser l'approche de Donnelly et Pfefferman. Et par contre, dans le cas des variétés qui sont seulement C infini, mais qui ne sont pas analytiques, la conjecture est ouverte en toute généralité. Et donc, je vais présenter quelques résultats qui vont dans le sens de cette conjecture. Alors. Ah, non, c'est celui-là qui doit descendre et celui-là qui doit monter. Alors, non, il me semble qu'ils ne disent rien sur les constantes. Alors, de toute façon, en fait, la constante, elle doit dépendre du volume global de la variété, parce que si on faisait un changement d'échelle de la variété, ça changerait tout. Donc, on ne peut pas espérer avoir des constantes qui fonctionnent pour toutes les variétés. Je vais commencer par présenter des résultats concernant la borne inférieure, et puis ensuite des résultats concernant la borne supérieure sur le volume des ensembles nodaux. Donc, les résultats de borne inférieure. Je vais résumer tout ce qu'on sait dans un théorème. Alors, la première partie, ça va être du Brüning en 1978 pour le cas D égale 2. Donc, si D égale 2, pardon, j'ai noté n la dimension, donc si n égale 2, la borne inférieure est vraie. Là, c'est pour des variétés qui sont seulement C infini. On oublie complètement le cas analytique. Et alors, en fait, la preuve, donc pour le cas des surfaces, elle est très simple, et je vais vous en donner les idées après, ça se fait en quelques lignes. Et cette preuve avait été retrouvée indépendamment par Yao, donc 4 ans après, et c'est ce qui avait motivé sa conjecture ici. Et par contre, quand on est en dimension plus grande, bah, c'est plus compliqué. Donc, ensuite, c'est la meilleure borne connue avant les travaux de Logunov et Malinnikova. C'est dû à Kolding et Minicozzi. Et c'est en 2011. Et donc, le résultat, c'est que c'est intéressant à partir de la dimension 3. Et donc, ils disent que la mesure de Hausdorff, le volume de l'ensemble nodal, est plus grande qu'une constante fois lambda puissance 3 moins n sur 4. Donc c'est un résultat qui a été donné avec une certaine preuve par Kolding et Minicozzi. Et en fait, ça a été retrouvé par des manières complètement différentes. Donc d'une part, dans une série d'articles de Ezari, Zog, Wang et Zelditch en 2012, et ensuite dans un autre article de Steinerberger en 2014. Donc il y a 3 preuves différentes qui sont arrivées en même temps de cette inégalité. Donc elles semblent assez naturelles. Le problème, c'est que c'est une inégalité qui est très décevante, parce qu'on s'attend à ce que donc, le volume de l'ensemble nodal tende vers plus l'infini quand lambda tend vers plus l'infini. C'est ce que dit la conjecture de Yao. Et là, la borne inférieure qu'on a, c'est juste une constante en dimension 3, et à partir de la dimension 4, c'est quelque chose qui tend vers 0 avec lambda. Donc on est très très loin de ce à quoi on s'attend, mais c'était les meilleurs résultats jusqu'aux travaux de Logunov et Malinnikova. Et donc ensuite, Logunov
2018. La troisième partie, il dit que la conjecture est vraie, enfin, la borne inférieure est vraie en toute dimension. Est vraie en toute dimension. Donc, au moins la moitié de la conjecture de Yao est résolue par Logunov. Alors, avant de passer au résultat sur la borne supérieure, je voudrais simplement vous expliquer la démonstration de la borne inférieure, qui est assez élémentaire. Donc, en dimension 2. Alors, idée de preuve en dimension 2. Ça repose sur deux faits qui sont vrais en toutes dimensions. Donc le premier fait, c'est qu'il existe une constante positive telle que l'ensemble nodal est C sur racine de lambda dense dans M. D'accord? Donc, évidemment, la constante ici, elle ne dépend pas de lambda. Et ce que je dis, c'est que pour n'importe quelle fonction propre, l'ensemble nodal va être C sur racine de lambda dense dans M. Et donc par là, je veux dire que n'importe quel point de M est à une distance au plus C sur racine de lambda d'un point de l'ensemble nodal. Et le deuxième fait qu'on utilise, qui est assez similaire finalement, c'est qu'il existe une constante C' positive telle que si oméga est une composante connexe de ma variété privée de l'ensemble nodal. Donc, une petite remarque, c'est qu'une composante connexe de la variété privée de l'ensemble nodal, on appelle ça un domaine nodal. On dit que oméga est un domaine nodal pour la fonction propre phi lambda. Alors, eh ben, on a que le diamètre de oméga est plus grand qu'une constante sur racine de lambda. Donc finalement, en fait, ces deux énoncés sont assez proches parce que, enfin, on peut les comparer parce que donc ils disent que si j'ai un domaine nodal, le premier dit que je ne peux pas mettre une boule trop grande à l'intérieur d'un domaine nodal, plus grande qu'une certaine constante sur racine de lambda, et le deuxième dit que mon domaine nodal ne peut pas être inclus dans une boule trop petite, plus petite qu'une constante fois racine de lambda. Et ces deux faits se démontrent de façon assez élémentaire par des arguments variationnels que je ne vais pas présenter ici. Mais alors une fois qu'on a ces deux faits, c'est très facile de démontrer la conjecture en dimension 2, il faut juste faire un dessin. Enfin, en tout cas, je vais juste faire un dessin. Donc on prend un point de la variété, et puis on va considérer donc, une boule de taille C sur racine de lambda. Et alors je sais que dans cette boule de taille C sur racine de lambda, j'ai un point en lequel ma fonction s'annule par le premier point. Puis maintenant, je sais donc, que ce point-là, il est dans l'ensemble nodal, donc il est sur le bord d'un domaine nodal. Et ce domaine nodal a un diamètre qui est plus grand qu'une autre constante, c'est moi là c'était C', une autre constante sur racine de lambda. Donc j'ai forcément un morceau de chemin où la fonction est nulle, et puis je sais que la longueur de ce truc-là, c'est au moins C' sur racine de lambda. Donc finalement, ce que j'ai dit, c'est que dans n'importe quelle boule de rayon C plus C' sur racine de lambda,
je peux trouver un morceau d'ensemble nodal de longueur, au moins une constante sur racine de lambda. Et ensuite, en mettant suffisamment de boules de rayon C plus C' sur racine de lambda dans ma variété, et en semant toutes les longueurs que j'ai obtenues, j'obtiens bien la borne inférieure en dimension 2. La dimension 2, c'est où en fait Alors, c'est exactement ce que j'allais dire. Ici, ce que j'utilise, c'est le fait que si j'ai un ensemble de grand diamètre, en dimension 2, alors son bord est long, à une grande mesure. Et ça, c'est faux en dimension plus grande. On peut imaginer un cylindre très long qui va avoir un grand diamètre et même éventuellement un grand volume, mais avec un bord qui va être d'air très petite. Et cette preuve-là ne marche pas du tout en dimension plus grande. Alors, c'est celui-là que je dois faire monter et celui-là que je dois faire descendre. Bon, il s'arrêtera. Donc voilà ce que j'avais à dire pour les résultats concernant les bornes inférieures. On va voir maintenant ce qu'on sait sur les bornes supérieures. Alors, concernant la bande supérieure, il y a une grosse différence, un petit peu comme pour la bande inférieure, en fait, entre la dimension 2 et les dimensions plus grandes. Donc, borne supérieure. Donc, premier résultat, théorème. Donc, c'est encore Donnelly, effet Fermat. En 1990. Et donc, ça dit que le volume de mon ensemble nodal est plus petit qu'une constante fois lambda puissance 3/4. Pardon, j'ai oublié, excusez-moi, c'est en dimension 2. Donc, si n est égal à 2. D'accord? Donc finalement, en dimension 2, on n'est pas si loin que ça de la conjecture de Yao, parce qu'il nous manque seulement une puissance 1/4 de lambda. Alors, comme souvent, en dimension plus grande, c'est moins bien. Donc, le théorème... alors, la meilleure borne supérieure qui était connue avant Logunov et Malinnikova, c'est dû à Hart et Simon en 1989. Donc, cette fois-ci, c'est pour n plus grand que 3. Et ça dit que ce volume de l'ensemble nodal, il est plus petit qu'une constante fois... alors, que je ne dise pas de bêtises, lambda puissance une constante fois racine de lambda. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui croît plus rapidement que n'importe quel polynôme. Donc, c'est très très loin de ce à quoi on s'attend. Et alors ensuite, c'est là qu'arrive Logunov et Malinnikova. Alors, j'avais une craie rouge. Voilà. Donc, le premier résultat a été amélioré par Logunov et Malinnikova en 2018. Et ils obtiennent ici une petite amélioration moins bêta pour un bêta qui est compris strictement entre 0 et 1/4. Alors le bêta, on peut envisager de le calculer avec ce qu'ils font, mais bon, c'est quand même, il va être tout petit et c'est pas forcément super intéressant. Par contre, il ne dépend pas de la surface choisie.
c'est une constante qui est un peu universelle. Et alors ensuite, la borne supérieure, ils l'ont nettement améliorée. Donc, théorème du Logunov en 2018. Donc ça dit que on est en dimension plus grande que 3, et puis le volume de l'ensemble nodal est plus petit qu'une constante fois lambda puissance alpha. Donc, il existe alpha de n tel qu'on a ça. Donc ici, la constante qui est là dépend évidemment de la variété. Par contre, la puissance qu'ils obtiennent ne dépend que de la dimension. Alors, avant de poursuivre avec les idées de preuve, je voudrais faire une petite remarque sur l'attribution de ces résultats. Il y a deux articles qui sont signés par Logunov, et puis celui en dimension 2, qui est un petit peu moins difficile, qui est signé par Logunov et Malinikova. Mais donc dans les deux articles qu'il signe seul, Logunov écrit dans l'introduction, alors je traduis, « Ce travail a été commencé en collaboration avec Eugenia Malinikova, qui a suggéré d'appliquer l'approche combinatoire aux ensembles nodaux des fonctions propres du Laplacien. Son rôle dans ce travail n'a pas été moindre que celui de l'auteur. Malheureusement, elle a refusé d'être un co-auteur de cet article. » Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que les deux auteurs font preuve d'humilité dans ces travaux. Et sur ce, on va pouvoir passer aux idées de preuve de ces théorèmes. Sur la borne inférieure, oui, c'était le troisième point. Alors là-haut, il y a un article de Logunov seul. Alors, en fait, dans l'article de Logunov et Malinikova, il y a des résultats sur la borne inférieure en dimension 3, il me semble, donc qui sont mieux que ce qu'avaient fait Koldig et Minicozzi. Mais comme tous les articles sont sortis en même temps, finalement, c'est moins bien que ce que Logunov a fait tout seul après. Donc, bon. Alors. Je vais présenter maintenant quelques idées de preuve de tout ça. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est qu'en fait, la démonstration de la borne inférieure et de la borne supérieure polynomiale utilise des outils extrêmement similaires. Et leurs deux articles, les deux articles de Logunov ne sont pas du tout indépendants l'un de l'autre. Donc, je vais présenter... J'ai surtout présenté des idées pour la borne supérieure dans la dernière partie de l'exposé, parce que c'est un petit peu plus simple. Alors, je vais commencer par des choses qui étaient connues avant les travaux de Logunov et Malinikova. Alors, la première remarque, c'est que le volume de l'ensemble nodal, c'est une quantité locale, au sens où on peut la calculer simplement en regardant les fonctions propres dans des petites boules, et puis en regardant le volume dans chaque petite boule, et puis en faisant des sommes de tout ce qu'on a obtenu. Il y a d'autres quantités qui ne sont pas locales, par exemple le nombre de domaines nodaux, il peut y en avoir qui sont très grands, et donc il ne suffit pas de regarder ce qui se passe dans des petites boules. Et donc ça rend l'étude un petit peu plus simple, et ça motive à travailler localement. Donc, c'est ce qu'on va faire dans cette section, lien avec les fonctions harmoniques. Fonctions harmoniques. Donc, dans une carte locale, on avait notre équation moins Laplacien G f égale lambda f, serait écrit moins divergence de a de x, gradient f de x, égale lambda b de x, f de x. Donc où ici, b, c'est une fonction lisse, a, c'est une fonction lisse à valeur dans l'ensemble des matrices symétriques définies positives.
Et bon, il y a une expression complètement explicite en termes de la métrique que j'ai aucune envie d'écrire ici. Mais donc, c'est une équation, c'est une solution d'une équation elliptique. Et on a plein de bonnes propriétés pour les équations elliptiques. Par exemple, on a des inégalités de Harnack, ou le fait qu'on peut estimer la normale infinie par la normale 2, ou des choses comme ça. Mais le souci, c'est que dans toutes les estimées qu'on a sur les équations elliptiques, dedans, il y a des constantes qui dépendent de l'équation. Et elles en dépendent souvent de façon pas très explicite. Et là, c'est assez gênant, parce que dans l'équation, on a un lambda ici, et on veut à la fin avoir estimé de façon assez précise comment tout dépend de lambda. Donc c'est gênant. Et alors il y a une astuce qui est due à Lin, qui fait disparaître le lambda. C'est un petit peu, c'est juste une astuce, hein, mais c'est vraiment très pratique. Donc, due à Lin en 1991. Alors, il a suggéré de considérer la variété m tilde. Ça va être m croix moins 1,5, 1,5. Muni de la métrique produit. Donc, la métrique produit des tildes. D'accord? Ou donc dans la fibre, là, on a juste la métrique usuelle. Et puis, donc, on va regarder des fonctions phi lambda tilde de xt. Ça va être égal à phi lambda de x exponentielle racine de lambda t. Alors, ce qui est bien avec ces fonctions-là, c'est que ça vérifie que Laplacien, par rapport à la métrique G tilde, de phi lambda tilde, c'est égal à 0. Et en plus, ce qui est bien, c'est que comme l'exponentielle, elle ne s'annule jamais, l'ensemble nodal de cette fonction-là, c'est juste l'ensemble nodal de ça croix les fibres. Et donc, le volume de l'ensemble nodal de n de phi lambda tilde, c'est la même chose que le volume de l'ensemble nodal de phi lambda. Alors, D, donc je vais noter D égale n plus 1. Ça va être la dimension de ma nouvelle variété. Donc finalement, on peut se ramener à étudier l'ensemble nodal de fonctions qui sont harmoniques sur une variété un petit peu plus grande. Elle est plus compacte. Elle est plus compacte. Ou en tout cas, là, elle a un bord. Et alors, donc, dans la conjecture initiale, tout dépendait d'un paramètre qui s'appelait lambda. Et ici, on va se ramener à étudier l'ensemble nodal de fonctions, de solutions d'une équation où rien ne dépend de lambda. Donc, ne vous inquiétez pas, comme dans tout tour de magie digne de ce nom, le lambda va réapparaître au bon moment. Et ça va bien se passer. Donc, finalement, on va travailler encore dans des cartes locales. Et donc... C'est un problème, la taille de compacité. Tu peux mettre un cercle d'intervalle. Ah oui, je veux l'expérience. Non, on perd forcément de la... Ah non, parce que dans une variété compacte, les solutions de cette équation, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, on va étudier l'ensemble nodal, donc le lieu d'annulation, de solutions donc on va regarder des fonctions qui vont vérifier divergence de a de x gradient f de x égale 0 et dans RD, quoi, enfin dans une boule euclidienne. Donc ça, il faut vraiment le voir comme une généralisation de simplement regarder des fonctions harmoniques, Laplacien f égale 0. Et déjà, pour les fonctions harmoniques, il y a plein de choses intéressantes à dire. Donc,
Bon, on va déjà dire quelque chose sur la borne inférieure. Alors, il y a une conjecture qui est due à Nadirashvili. Je ne sais pas s'il faut l'appeler une conjecture parce qu'elle a été prouvée par Logunov. Donc ouais, je vais mettre conjecture de Nadirashvili 97, prouvée par Logunov en donc 2018. Et alors la conjecture, elle dit qu'il existe une constante qui va dépendre de ma famille de matrices, là, et puis de la dimension, telle que si f vérifie une solution de cette équation dans la boule de centre 0 et de rayon 1, donc dans RD, puis on va quand même demander à ce que f de 0 ce soit égal à 0. Alors, eh ben le volume de l'ensemble nodal est plus grand que cette constante. Alors en fait, Nadirashvili avait fait la conjecture pour les fonctions harmoniques. Et déjà, pour les fonctions harmoniques, ce n'est pas du tout évident. En fait, en dimension 2, la conjecture est complètement évidente. Et en réfléchissant 2 minutes, vous pouvez trouver une preuve. Par contre, à partir de la dimension 3, ça devient vraiment compliqué. Et alors, cette conjecture implique la borne inférieure, donc dans la conjecture de Yao, donc le théorème de Logunov. Simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille dans des boules de taille une constante divisée par racine de lambda, et puis on fait un changement d'échelle, et puis on se ramène à appliquer ce résultat-là dans chaque boule, et à faire la somme ensuite de tout ce qu'on obtient. Alors maintenant, voyons voir ce qu'on peut dire sur le lieu d'annulation de fonctions, sur la borne supérieure sur le volume de lieu d'annulation. Ah bah, c'est parfait. Borne supérieure, encore écrit. Alors bon, il faut reconnaître que la conjecture de Nadirashvili, c'est quelque chose de très joli. On prend une fonction harmonique qui s'annule en 0. Forcément, son lieu d'annulation a un volume suffisamment pas trop petit. On ne peut pas espérer avoir une borne supérieure qui marche de la même manière pour n'importe quelle fonction harmonique. Je vais donner un exemple. Donc, dans R2, on va regarder f, ça va être la partie réelle de z puissance m. Okay, donc en coordonnées polaires, f de rθ, ça va être r puissance m cosinus de mθ. Et là, si je représente son lieu d'annulation, eh ben, ça va être une union de segments comme ça. Attendez, ils se croisent en 0. Et donc, le volume du lieu d'annulation, ça va être 2m. Donc ça peut être arbitrairement grand pour une fonction harmonique. Et ce qui se passe, c'est que là, cette fonction-là, elle s'annule à un ordre très élevé en 0. Et forcément, les deux choses sont reliées. Et donc, je vais introduire une définition qui généralise un petit peu la notion d'ordre d'annulation. Donc ça va être ce qu'on appelle l'indice de doublement. Définition, soit U une solution d'une équation elliptique dans la boule de centre 0 et de rayon 1. Et puis on va considérer une boule de centre X et de rayon R incluse dans la boule de centre
Enfin même, on va demander que la boule de centre X et de rayon 2R soit incluse dans la boule de centre 0 et de rayon 1. Et puis donc on définit l'indice de doublement de U dans la boule de centre X et de rayon R par... Alors, ouais, donc on va le noter NU de XR. Et donc 2 puissance NU de XR, ça va être égal au sup de U sur la boule de centre X et de rayon 2R, enfin, le sup de valeur absolue de U, divisé par le sup de valeur absolue de U dans la boule de centre X et de rayon R. D'accord, donc on vérifie sans mal que sur cet exemple-là, l'indice de doublement il vaut M. Et en fait, si jamais j'ai une fonction qui s'annule à l'ordre M en un point X, alors la limite de cette quantité-là en X, donc quand R tend vers 0, ça va être l'ordre d'annulation. Et ces objets-là vont être importants dans toute la preuve. On va peut-être énoncer le théorème de Logounov, qui est la version locale de son théorème sur les variétés. Donc, toujours 2018. Hein. Alors, on va dire qu'il existe une constante C positive, 0, un rayon R entre 0 et 1, donc qui vont dépendre de mon équation étoile qui est écrite là-haut. Et puis, il existe un alpha qui, lui, ne dépend que de la dimension, tel que si U est solution de l'étoile dans la boule de centre 0 et de rayon 1, alors donc le volume de l'ensemble nodal, alors plus précisément le volume de l'ensemble des points dans la boule de centre 0 et de rayon un peu plus petit, donc de rayon R, tel que U de X est égal à 0, c'est plus petit qu'une constante fois l'indice de doublement de U dans la boule de centre 0 de rayon 1,5 puissance alpha. Ouais, donc R il va être plus petit que 1,5. De toute façon, il va être petit. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas complètement évident que ce théorème implique le résultat sur les fonctions propres, parce que là, je vous ai introduit l'indice de doublement, mais on ne voit pas le lien avec la valeur propre lambda. Et donc ça, c'est un théorème qui est encore dû à Donnelly et Pfefferman. Donc, un papier de 88 qui dit que si j'ai une fonction propre, l'indice de doublement de la fonction propre dans une boule de centre X et de rayon R est plus petit qu'une constante fois racine de lambda. Alors, plus précis, ouais, on va dire si R est assez petit. Donc je n'écris pas tous les quantificateurs en détail. Et alors bon, mes fonctions propres, elles vivent sur une variété. On prend exactement la même définition ici, simplement avec des boules géodésiques sur la variété. Donc ça, c'est un résultat qu'ils ont écrit dans leurs résultats sur les variétés analytiques, mais en fait, leur preuve marche sur des variétés qui sont juste C infini. Et leur preuve initiale
fait appel à des estimés de Karlemann, assez compliqués en fait, mais depuis il y a des preuves beaucoup plus simples. Bon, j'ai pas vraiment le temps de raconter comment ça marche. Et donc une fois qu'on a ce théorème de Logunov et ce théorème de Donnelly-Pfefferman, eh ben, on récupère donc la borne supérieure polynomiale sur le volume de l'ensemble nodal des fonctions propres, simplement en recouvrant par un nombre fini de boules suffisamment petites, la variété, et donc on retrouve bien la borne qu'il faut. Alors ce qui peut paraître un petit peu mystérieux dans le théorème de Logunov que je viens d'énoncer, c'est qu'il y a l'indice de doublement. Enfin, vous voyez, dans la définition, j'ai introduit toute des indices de doublement pour n'importe quelle boule. Et là, ce qui intervient, c'est seulement l'indice de doublement pour la boule de centre 0 et de rayon 1,5. Alors, la raison pour cela, c'est un fait. Je ne vais pas vraiment appeler ça un théorème parce que je ne vais pas l'écrire suffisamment en détail. Donc, l'application qui a une boule de centre X et de rayon R associe l'indice de doublement de U dans la boule de centre X et de rayon R est, je vais mettre entre guillemets, presque croissante. Donc là, croissante, c'est au sens de l'inclusion, c'est-à-dire que si je prends une boule plus petite, l'indice, moralement, va être plus petit. Alors, ce n'est pas exactement vrai, il faut mettre des quantificateurs, et je ne vais pas écrire un résultat extrêmement précis là-dessus, mais bon, c'est quelque chose qu'on va utiliser un petit peu dans la suite. Donc ça a été montré, cette propriété, enfin, ce genre de propriété, la première fois, c'était par Hagmann et Almgren dans les années 60-70, juste pour des fonctions harmoniques, Laplacien U égale 0. Et puis ensuite, ça a été généralisé pour des équations elliptiques plus générales par Garofalo-Lin dans les années 80. Puis il y a eu des raffinements depuis. Alors, en fait, ce genre de propriété, on peut le rapprocher un peu du théorème des trois cercles, des trois droites de Hadamard. C'est un petit peu une version pour les fonctions harmoniques. Voilà, donc tout ça, c'est essentiellement ce qui était connu avant les travaux de Logunov et Malinnikova. Et maintenant, dans la dernière partie de mon exposé, je vais expliquer les nouveaux ingrédients qu'ils ajoutent. Et donc, ça va être de la combinatoire sur les indices de doublement. Bon, ça peut paraître un petit peu surprenant qu'il y ait de la combinatoire là-dedans. On ne la voit pas trop apparaître à première vue. Alors, en fait, je vais écrire un lemme et un corollaire assez simple, simplement pour donner une idée de comment des idées combinatoires peuvent apparaître dans ce genre de problème. Donc, on va considérer une variante de l'indice de doublement. Ouais. Je suis un peu perdu. Qu'est-ce qui reste à montrer en fait? Ben là, je voudrais expliquer comment on montre ce théorème de Logunov, en fait. D'accord. Oui, maintenant, je vais expliquer comment on prouve ces versions locales pour des solutions d'équations elliptiques. Merci. Peut-être pas clair. Donc, la variante de l'indice de doublement, ça va être, on va regarder encore 2 puissance cet indice. Alors, on va regarder, donc, Q, ça va être un cube. Et l'indice de doublement du cube, ça va être égal à l'intégrale sur 2 fois le cube de u carré de x et x divisé par l'intégrale sur le cube de u carré de x dx. D'accord, donc c'est la même idée que ce qu'il y avait avant, sauf que bon, on prend un cube au lieu de prendre une boule. Et puis on ne regarde pas le sup, on regarde la norme L2 au carré. Mais en fait, par des estimés elliptiques, les deux quantités sont très reliées.
On peut estimer l'une à partir de l'autre. Et alors, je vais présenter un lemme qui est assez élémentaire. Ouais, j'ai le temps. Mais qui est présent dans le premier article de Logunov et Malinikova, en dimension 2. Alors, il n'est pas suffisant pour ce qu'on veut faire en dimension plus grande, mais ça va donner un peu une idée d'où vient la combinatoire. Donc, soit Q, grand Q, un cube qu'on partitionne en 2K puissance D sous cube égaux, d'accord, tous de même taille, que je vais noter donc QI, puis on va poser n-min de U, ça va être le minimum sur tous les petits sous-cubes de cet indice, de l'indice de doublement du cube QI. Et on suppose que n-min est plus grand que 2D. Alors, l'indice de doublement du grand cube, bon, divisé par 2, parce qu'on travaille à la moitié du grand cube, c'est plus grand que K sur 2 fois n-min. D'accord? Donc ce que dit ce lemme, c'est que si les indices de doublement de tous les petits cubes ne sont pas trop petits, alors l'indice de doublement d'un cube beaucoup plus gros va être beaucoup plus grand. Et inversement, ça veut dire que si l'indice de doublement d'un grand cube est grand, bah alors forcément, on peut le découper en plein de petits sous-cubes et il y en aura un qui aura un indice plus petit. On va utiliser ça après. Alors en fait, la démonstration de ce lemme, c'est assez élémentaire, mais je vais la faire. On n'utilise même pas le fait qu'on ait une solution d'une équation elliptique, on n'utilise absolument rien. C'est pour ça que c'est ce lemme-là dont je donne la preuve, parce que c'est le plus simple de tous les lemmes de leurs articles. Donc on va poser QJ, ça va être égal à K plus J sur 2K fois Q pour J allant de 0 à K. D'accord? Donc on a Q0, c'est égal à Q sur 2. QK, c'est égal à grand Q. Et donc, les QJ, c'est des cubes qui sont de taille intermédiaire entre les deux. Et alors, ce qu'on veut estimer, on veut donner une borne inférieure sur l'intégrale de notre fonction U au carré sur Q0, comparer ça à l'intégrale sur QK. Donc pour ça, on va écrire que l'intégrale sur grand QJ de U carré, c'est la somme sur tous les petits cubes inclus dans QJ de l'intégrale de QI de U au carré. Là, j'ai rien fait de très intelligent. Et maintenant, ce que je dis, c'est que l'intégrale sur QI, je peux l'estimer par rapport à l'intégrale sur 2 QI grâce à ces indices. Donc, et comme en plus les indices sont tous plus grands que n-min, c'est plus petit que 2 puissance moins n-min fois la somme pour les QI inclus dans grand QJ de intégrale sur 2 QI U carré, intégrale de U carré. Et alors maintenant, ce qui est bien, c'est que mes cubes grand Q ont été choisis de telle sorte que, en fait, la réunion des 2 QI, c'est inclus dans grand Q J plus 1. Et puis, à chaque fois, un point, on va le recouvrir au plus 2 puissance D fois. Donc finalement, c'est plus petit que 2 puissance moins n-min fois 2 puissance D fois l'intégrale sur grand Q
j plus 1 de u carré. Et maintenant, ça, bah, pour estimer cette quantité, j'utilise l'hypothèse qu'on a faite ici. Et donc, c'est plus petit que 2 puissance moins n min sur 2 fois l'intégrale sur qj plus 1 de u carré. Donc, j'ai estimé l'intégrale sur qj par rapport à l'intégrale sur qj plus 1. Je fais le produit de tout ça et j'obtiens exactement ce qu'il me faut. Bon, vous voyez que c'était vraiment élémentaire. Je vais bientôt terminer. Allons bon. Alors là, on ne voit pas trop de combinatoires pour l'instant. Et je vais vous expliquer d'où est-ce que ça vient. Donc à partir de ça, on peut déduire un corollaire. Je vais juste faire un dessin pour la preuve et puis je vais m'arrêter presque après. Donc on va dire qu'il existe un B0 dans N tel que si Q est découpé en B0 sous cube identique, QI, alors au moins la moitié des sous-cubes vérifiera NU de QI est plus petit que le max de NU de grand Q sur 2 divisé par 2 et de D. Ok, donc moralement, ce que dit ce corollaire, c'est que si je découpe de façon suffisamment fine, eh ben, la moitié des cubes, des petits cubes, ont un indice 2 fois plus petit que le grand indice. Alors comment est-ce qu'on démontre ça ? Eh bien, on va utiliser le lemme précédent qu'on va itérer plein de fois. Donc on est parti d'un grand cube qui avait un indice de doublement qui était ce qu'il était, et puis par le lemme précédent, on sait que si on le découpe de façon suffisamment fine, et là suffisamment fine ça a été en 9 morceaux, on sait qu'il y en a un qui doit avoir un indice de doublement plus petit, d'un certain facteur, qui est ce qu'il est. Donc j'en ai un là qui a un indice de doublement qui est plus petit. Et puis ensuite, je vais recommencer, je vais redécouper. Ce cube-là, hop, je vais le découper en 9 morceaux. Alors ce que j'utilise, donc je vais le découper en 9 morceaux, puis je vais faire pareil avec chacun, et donc là, je sais qu'il y en a un qui va avoir un indice plus petit. Là, il y a un petit sous-cube qui va avoir un indice plus petit. Là, pareil, je vais en avoir un qui va avoir un indice encore plus petit. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a cette propriété de monotonie, qui n'est pas tout à fait vraie, mais qui est presque vraie, qui fait que quand je prends un sous-cube, son indice de doublement doit être plus petit. Enfin, doit être inférieur ou égal. Et pour certains sous-cubes, je gagne vraiment un facteur par rapport à ce que j'avais avant. Donc finalement, après l'étape n, on peut choisir un sous-cube au hasard. Et c'est comme si on avait tiré n fois à pile ou face, avec ici une probabilité 1/9 d'avoir pile et 8/9 d'avoir face. Et le nombre de piles, ça va me donner le nombre de fois où j'ai gagné un certain facteur sur mes indices de doublement. Et donc finalement, on voit qu'il y a des arguments combinatoires qui vont apparaître et qui vont permettre d'estimer comment est-ce que les indices de doublement vont diminuer. Alors simplement pour terminer,
Ensuite, pour conclure la preuve, oui, l'une des étapes clés de la preuve de la borne supérieure, la borne inférieure, c'est un peu pareil, mais plus compliqué. Ils introduisent une quantité qui est donc f de n, ça va être le sup du volume de l'ensemble où u est égal à 0 intersecté avec un cube, divisé par le diamètre du cube, puissance d-1, où le sup est pris sur les cubes Q, on va dire, inclus dans la boule d'un centre 0 de rayon 1, et U, solution de mon équation elliptique, et on va demander que l'indice de doublement de U dans Q sur 2, ça soit plus petit que N. Et en fait, le but, c'est de montrer que cette quantité f de grand N, elle croît au plus polynomialement, croît au plus comme une puissance de grand N. Et pour ça, on montre que f de n, c'est plus petit qu'une constante fois f de n sur 2. D'accord? Et comme la fonction grand f est évidemment croissante, avoir ça, ça suffit pour nous dire que la fonction croît au plus polynomialement, et la puissance, elle va dépendre de la constante qui est là. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour prouver une relation comme ça? On suppose qu'elle est fausse. On va partir d'un cube pour lequel le sup là, est presque saturé, et puis on va le découper en plein de petits morceaux comme ici, et puis on sait que du coup, le volume de l'ensemble nodal, ça va être la somme des volumes des ensembles nodaux sur tous les petits ensembles, sur tous les petits cubes. Puis on sait que pour la moitié, enfin pour une certaine proportion des petits cubes, l'indice de doublement est vraiment plus petit, donc on va pouvoir l'estimer grâce à cette quantité-là, et on peut espérer s'en sortir grâce à ça. Le seul souci, c'est qu'ici, le diamètre de Q, il arrive puissance d-1, et on se rend compte que juste ce corollaire-là, il ne va pas suffire pour avoir le résultat. Donc il faut quelque chose de plus fin. Il faut à la place dire que au plus 1/2 fois... Alors attendez, on va dire qu'on le découpe en B0 puissance D. Au plus 1/2 B puissance D-1 sous cube. Ne vérifie pas ça. D'accord? Et quand on a ça, on peut faire marcher ce genre d'argument. Et pour obtenir ça, donc il y a une proportion vraiment minuscule des sous-cubes, on ne peut pas le déduire juste du petit lemme élémentaire que j'ai introduit là-bas. Il faut des arguments de DP un petit peu plus compliqués. Bon, mais je n'ai pas le temps d'en parler ici, donc je vous remercie de votre attention. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Toute la partie indice de doublement, Oui. si j'ai bien compris, les travaux de Logunov, nécessitent des quotients Lipschitziens. Oui, alors effectivement. Alors la question c'est, où est-ce que tu utilises C infini plus tard? En fait, on ne s'en sert pas. Ah, donc par exemple des variétés W2 infini, ça marche? Oui, ça marcherait. Ouais. En fait, mais c'est pas nouveau dans Logunov. Hein. Dès les travaux de Hart-Simon, par exemple, tout marchait juste avec des équations, avec des coefficients. Non, pour des variétés peu régulières. Oui, ça marchera. Voilà, il suffit que En fait, il suffit que la famille de matrices A soit lipschitzienne, et puis toutes les constantes qu'on a dépendent... Comment? Quand on va sur les variétés, tu perds une dérivée quand tu fais... Oui, bien sûr, oui. W2 infini, Ça doit marcher, oui. Est-ce qu'on sait dire des choses de la topologie des domaines nodaux? Alors, oui, il y a beaucoup de résultats là-dessus. Alors, on sait que, par exemple, qu'il y a, pour la énième fonction propre,
il y a au plus n domaines nodaux. Ça, c'est un théorème de Courant qui a presque un siècle. Par contre, on a des exemples pour lesquels il n'y a que 2 domaines nodaux ou 3 domaines nodaux pour une valeur propre arbitrairement grande. Donc, c'est essentiellement tout ce qu'on sait dire. On s'attend à ce que très souvent, il y ait beaucoup de domaines nodaux, mais génériquement, on s'attend à ça, mais on ne sait pas trop. Et alors après, il y a beaucoup de résultats pour des fonctions propres aléatoires ou des combinaisons linéaires aléatoires de fonctions propres. Et donc, il y a un séminaire Bourbaki de Nalini Anantaraman là-dessus qui contient tout ce qu'on sait là-dessus, sur ces questions. C'est une question un peu hors sujet, mais qu'est-ce qui permettait en quoi les hypothèses d'analyticité permettaient à Lomélie Fefferman de... Alors, oui, donc ce qui est agréable quand la variété est analytique, c'est que les fonctions propres sont analytiques aussi. Donc on peut les complexifier. Puis, c'est beaucoup plus rigide, quoi, un ensemble nodal de fonctions analytiques. Mais je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails là. Il n'y a pas de commentaire, je pense que Maxime.